Bonjour, Raphaël Zachary de Isara. Merci d'être venu dans l'émission Trajectoire. Alors, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oh, en quelques mots, ça serait bien modeste de ma part. Je dirais en 1000 mots, en 100 000 mots et même en plus d'1 million de mots parce que j'ai écrit, mes textes comportent plusieurs millions de mots maintenant, hein, enfin, alors donc, bah, pour me présenter, de manière immodeste parce que c'est ça qui plutôt qui me ressemble, hein, Oui. et bah, c'est que j'ai fait le tour de l'univers en quelques centaines de textes et précisément jusqu'à maintenant, en 1760 et quelques textes. Et j'ai l'intention de multiplier, hein, mon œuvre. D'accord. Alors, vous avez écrit ces centaines de textes. Vous les publiez sur un blog qui s'appelle Isara de la Lune, c'est ça? Si Isara je Lune, me... en un seul mot. Isara Lune, pardon. Oui. Ces textes-là, vous les lisez à l'antenne. Enfin sur votre chaîne, pardon, sur votre chaîne YouTube. Euh, Comment vous est venue l'idée de vous plonger sur Internet et d'aller sur YouTube pour lire vos textes? Bah, de manière parfaitement naturelle, en fait, c'était, dans l'ordre, normal des choses, étant donné que j'avais là un public, accessible gratuitement, hein, en ce qui concerne mon public. Donc, pour moi, c'était naturel. J'avais un public, à mes pieds, en fait, hein, si je puis dire. Eh bien, il ne me restait plus que, sur le plan technique, à rendre accessibles mes textes à ces masses curieuses et attentives, hein, tout simplement. C'était l'aboutissement normal de l'Internet. D'accord, mais pourquoi être passé par Internet? Pourquoi vous n'avez pas, par exemple, écrit vos textes et puis après vous aviez la possibilité de démarcher, par exemple, des éditeurs? Oui, alors tout simplement parce que, comme on dit, c'est l'organe qui fait la fonction, hein. Eh ben, tout simplement parce que j'avais à ma disposition enfin, les moyens de mettre en œuvre tout le potentiel que j'avais. Vous savez, c'est comme avec Chopin et le piano, quoi. S'il n'y avait pas eu l'invention du piano, il n'y aurait jamais eu de Chopin. Là, c'est pareil. Il y a eu Internet qui est venu à la bonne période, vers l'an 2000. Eh ben, ça Oui, a décuplé mon potentiel créatif, tout simplement. Parce qu'avant, j'étais ce qu'on appelle un épistolier. J'écrivais de manière très artisanale, puisque c'était sur une machine à écrire. J'avais un réseau minuscule, hein, de correspondantes à qui j'adressais mes courriers littéraires. Et oui. puis voilà, avec l'avènement d'Internet, bon, bah, j'ai pu donner toute l'ampleur de ma créativité. Et là, c'était l'explosion universelle, hein. D'accord. Alors Je vous suis êtes, un fruit de mon époque, tout simplement. oui. Mais vous n'avez pas voulu, après quelques années sur Internet, Alors, vous faire éditer? oui, alors bien sûr, alors voilà, en fait, l'édition, bien je l'ai de manière, comment, immédiate et gratuite et sans intermédiaire à travers mon blog. Alors pour moi, c'est Oui, une, voilà, parce que quel est le but? Le but, est-ce la reconnaissance, l'orgueil, pur et simple, à travers une reconnaissance, vous savez, de le fait de se faire éditer dans des grandes maisons d'édition? Ou le but, est-ce que c'est de faire lire les textes? C'est d'avoir des lecteurs, de frapper les esprits avec mes textes? Le but premier c'est comme, par exemple, le but premier d'un boulanger, eh bien, c'est de nourrir la population. Eh bien, moi, c'est pareil. Mon but est de nourrir les esprits. Après, que ça passe par un canal prestigieux ou pas, ça c'est secondaire. Cela dit, j'ai assez quand même d'amour propre de désir de briller pour, en effet, vouloir passer quand même. J'aimerais aussi passer par les grandes maisons d'édition. J'aime briller. Je cherche également la reconnaissance, mais avant tout, prioritairement, c'est la diffusion des textes, hein, c'est-à-dire c'est de toucher les esprits en fait, hein, de nourrir les esprits. C'est ça qui la priorité. oui. Et Alors Internet me permet cela. oui, vous êtes sur Internet depuis des années et des années quand même. Vous avez créé, je ne sais Depuis plus de combien 20 de ans, oui. vidéos. Depuis qu'Internet existe, oui. Oui, oui, et effectivement, vous êtes servi d'internet pour vous faire connaître. Vous avez voulu donc poursuivre cette aventure avec des hauts et des bas parce que je sais que vous avez eu plusieurs fois votre chaîne YouTube censurée.
Parce que voilà, les gens le découvriront, c'est pas évident, mais ils verront quels sont quels sont les types de textes que vous pouvez proposer. Et effectivement, certains pourraient choquer un petit peu ceux qui ne vous connaîtraient pas. Mais moi, je sais personnellement, pour avoir été sur votre chaîne, que bon, vous pensez ce que vous dites. Hein, je ne mets pas en cause ça, mais je pense qu'il y a aussi un jeu un petit peu avec tout ça, et que finalement, vous n'êtes pas aussi brutal et dur que ce que vous écrivez parfois. J'ai l'impression, mais peut-être que Alors, je me trompe. oui, alors je vais vous dire que la brutalité et que vous avez dit, je ne sais plus, Oui, bref, elle n'est pas de mon fait, elle est du fait des censeurs et des esprits frileux. Les esprits frileux, les gens, les poltrons du verbe, comme je les appelle, les peureux du quotidien, ce sont des esprits étriqués à qui la vérité, l'éclat du soleil, fait peur. Et en fait, il y a un peu de provocation. Ce que je cherche à faire, ce n'est pas tant de provoquer pour provoquer. Ce que je souhaite faire à travers ces textes, c'est de montrer que la parole devrait être libre, que le verbe souffle comme le vent, hein, et qu'il oui, y a des esprits, voilà, dans le monde, il y a des esprits qui n'ont pas la culture de la liberté d'expression et qui s'autocensurent et, voilà, et qui ne connaîtront jamais la pleine clarté solaire. Hein. Ces gens-là se cachent, hein, la vérité fait peur, ou alors même on pourrait dire des aspects de la vie. Voilà, nous sommes dans une société très frileuse, étriquée, où la moindre chose choque. Mais vous savez, dans la vie, il y a la mort et la souffrance, la douleur, l'amour, etc. Hein, toutes ces choses âpres, anguleuses, douces, tièdes ou brûlantes. Voilà, ça fait partie de la condition humaine. Mais cette société refuse oui. d'être confrontée à tout ce qui fait les aspects de la vie humaine. Et moi, je suis là pour montrer ce qu'est la vérité de la vie humaine, hein, ce que sont les différents aspects de la condition d'être incarné que nous sommes, et doué Oui, oui, oui. d'intelligence. Oui, tout à fait. Mais après, je pense que c'est aussi des raisons politiques, idéologiques, même si vous ne faites Hum, pas de politique, vous dites que vous vous revendiquez pas du politique. Mais bon, pour ceux qui découvriront l'émission, évidemment, je ne peux pas passer à côté du drapeau que vous avez derrière vous. Vous êtes officiellement, vous l'avez dit à plusieurs reprises sur votre chaîne, que vous étiez royaliste. Vous êtes pour le oui, retour du roi, c'est ça? totalement, oui. Et la République, telle qu'elle se dessine sous nos yeux, vous déplaît, et vous voudriez qu'il y ait un roi, mais un roi de monarchie absolue, c'est-à-dire que avec des pouvoirs concentrés dans les mains d'une même personne, ou une monarchie de type anglaise, par exemple. Bah, peu importe, je dirais qu'un roi qui aime son peuple, enfin, le peuple n'a rien à craindre de lui. Un roi qui fait bien son métier de roi, qui est l'envoyé du ciel, je, voilà, quelle crainte peut-on avoir? Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu royaliste? Ah bah Pourquoi ça, vous l'étiez depuis votre plus jeune âge, ou non, non, pas du tout, c'est c'est venu assez récent. C'est assez récent depuis, progressivement? D'accord, c'est récent, ouais. ouais, Et ouais. qu'est-ce qui vous a fait basculer dans le royalisme? Oh bah, avant, par défaut, j'étais rien du tout. J'allais dire républicain, mais non, rien, parce que quand on est républicain, on est pour le rien, pour le néant. Non, je n'étais pas formaté politiquement, mais après la maturité venant, la réflexion, eh ben, j'étais obligé, hein, par la force des choses, de me rendre à l'évidence. Le seul système adéquat, viable et qui correspondait aux valeurs éternelles de la France, eh bien, c'était un système, voilà, avec un roi, hein, un système que la République, il y a 2 siècles, a brisé Oui, criminellement, hein, en tranchant la tête du roi. Quel crime abominable! Et donc, pour moi, ça ne peut être que ça. Et aussi, en constatant les fruits ignobles, les fruits ignobles de la République, hein, de la scélérate République, et ben, je ne peux que me résoudre à espérer le retour du roi. Comme tout honnête homme, comme tout esprit sensé
et sain. Bon, d'accord. Bon, je n'insisterai pas sur ce côté politique de votre personnalité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la littérature. Et je dois avouer que vous avez quand même des textes qui frappent. Et je vous trouve d'ailleurs plutôt bon quand vous ne touchez pas à la politique ou à l'actualité, je dois dire. C'est ce Je qu'on me trouve dit, que c'est vrai. eh ouais, et ça, vous devriez. Alors j'ai pas l'habitude de donner des conseils, mais vous devriez creuser ce sillon-là parce que je pense que c'est là où vous visez juste, si vous Oui, voulez. Je pense que quand vous faites les descriptions de personnages, de vieillards, de pauvres qui rencontrent un riche, de religieux aussi, là vous êtes plutôt bon. Et c'est vrai que vous avez tendance à marquer les esprits plutôt que de vous perdre un petit peu dans les dans les choses de l'actualité qui sont vraiment éphémères et et très vulgaire. peu intéressantes. Oui, oui, C'est tout à vrai, je fait. Oui. l'admets, je l'admets. Est-ce que vous avez eu l'envie de comment dirais-je, de changer un petit peu les formats vidéo que vous avez l'habitude de proposer? Parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu votre chaîne, on se dit bon, celui-ci c'est un Raphaël Zachary de Isara, c'est un peu un fou, quoi. Un coup, il vous propose de vous balader dans la campagne, il vous raconte tout et n'importe quoi. Un coup, il vous lit des textes. Un coup, il vous parle de sujets, comme je l'ai dit, de l'actualité. Il y a rien de formaté sur votre chaîne, donc c'est vrai que ça peut surprendre. Est-ce que vous avez eu l'envie, un peu, entre guillemets, c'est pas une insulte, hein, mais de professionnaliser votre chaîne et de la calibrer un Oui. petit peu? Alors, je vais vous répondre en fait parce que effectivement, alors très récemment encore, j'ai tenté de mettre un format définitif à ma chaîne, mais je n'y parviens pas. Sur les conseils de Quentin Rousset d'ailleurs, excellent ami par ailleurs, personne brillante, mais je n'y parviens pas. Alors, je me suis résolu au fait que je me suis résolu à dire que le non formatage, eh ben, c'était mon formatage à moi parce que je n'y arrive pas techniquement, ça me dépasse et même psychologiquement, je n'arrive pas à me restreindre à un format. Voilà, je fais ça au feeling, hein, comme on dit, hein, pour employer cet Oui, anglicisme. c'est Je trouve que moche. c'est ce qui me correspond le mieux. Hein. Oui, oui, oui. Vous avez dit un anglicisme, hein, donc Oui. hein non, je vous taquine. Non, non, très bien. Donc bon, écoutez, les gens découvriront la chaîne et ils pourront se faire un avis. Mais c'est Voilà. ce qui fait Et aussi le charme de mes vidéos, c'est qu'elles ne sont pas formatées, quoi. oui, oui, Ça justement, peut- vous avez, je trouve que vous avez un petit peu cette âme de poète, un petit peu il y a de la poésie, si vous voulez, dans ce que vous faites. Alors vous en apercevez peut-être pas toujours, mais justement, c'est le fait que ça ne soit pas calibré qui fait le charme un peu de la chaîne. Euh, À condition qu'elle soit de qualité, parce que si on met, non mais ça c'est vrai ce que vous dites, mais si on met du n'importe quoi, ça ne fonctionne pas, quoi. Pour que ça fonctionne, il faut que le contenu soit de qualité quand même, un minimum. ouais. Vous avez eu quand même des problèmes, comme je le dis, avec les censeurs. J'ai eu comment je pourrais appeler ça? Des avertissements policiers, si je peux dire, hein. Oui, d'accord. Oui, je pense que je suis également fiché, hein, comme tous les dissidents, de droite, hein. Oui, d'accord. Vous avez, Je suis vous harcelé, savez, on peut dire aussi, oui, par des associations, SOS homophobie, les LGBT et cetera, quoi. Enfin toute la clique de la, oui, toutes les minorités, vous, ah oui, de la gauche, oui, voilà. oui, oui, Les d'accord. minorités agissantes et malfaisantes Oui, même, je dirais. Et je n'ai pas peur de le dire, attention, hein. Moi, je cite, hein, LGBT, SOS homophobie et cetera. Je n'ai pas peur de citer. Chez moi, il y a pas de floutage, hein. oui, 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 je comprends. Ouais. J'assume Euh, mes propos, hein. oui, oui, tout à fait. Oui. Bon, de toute façon, sur cette chaîne, moi, j'essaye aussi de faire comment dire, de promouvoir la liberté d'expression. Donc, je censure rien, hein, sauf si vraiment ça dépasse le cadre de la loi. Euh, Vous avez été, je sais, édité une fois par Daniel Conversano, qui est un individu qui fait parler de lui et pas forcément en bien, il est décrié, il est considéré comme étant raciste, Mmh. antisémite, en tout cas par un grand nombre de personnes, y compris dans sa sphère.
politique, on va dire idéologique. Est-ce que vous n'avez pas eu de réticence à être édité par Daniel Conversano? C'était parce que c'était l'opportunité, ou est-ce que vous avez essayé de vous faire éditer ailleurs que chez Daniel Conversano? Non, alors, non, pour moi, c'était une opportunité. Alors, d'abord, je voudrais y revenir sur ça, sur le prétendu racisme ou l'authentique, je ne sais pas, contre Daniel Conversano. Oui, J'aimerais quand même apporter voilà, mais ma réflexion sur ce problème, c'est qu'on devrait avoir le droit d'être raciste, parce que la liberté, c'est ça. Hein, et ça ne concerne le raciste, ça le concerne, c'est une affaire entre lui et lui-même. Et on ne devrait pas euh, criminaliser les battements du cœur humain, hein, les noirceurs du cœur humain, comme les éclats. Hein. On ne devrait pas criminaliser ça, ça fait partie de la sphère de la conscience personnelle. Et on a le droit d'être raciste, de ne pas aimer le chocolat, la choucroute, les noirs, les blancs, les jaunes, la lune, etc. Ça fait partie de la liberté individuelle fondamentale. Et je trouve ça révoltant que oui, voilà, que l'on passe qu'on l'on fasse passer pour un délit le fait de ressentir ou pas les choses. Voilà. On a le droit de ressentir de l'aversion ou de l'amour. La vie est faite d'adversité. Hein, elle est faite de coups en pleine face, etc. C'est ça la vie. À ce oui. moment-là, on devrait vivre calfeutré avec des masques, des casques, dans une bulle, etc. On ne pourrait plus vivre. C'est ça la vie. Mais voilà, on est dans une société frileuse, édulcorée, lissée. Voilà. Alors Le moindre piéton sort avec un casque dans la rue. c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça amène à se poser la question aussi sur la liberté d'expression, parce que est-ce que vous pensez qu'un écrivain, par exemple, il a une responsabilité quand il écrit, et s'il écrit des choses qui peuvent amener, qui appellent à la violence, est-ce que vous pensez qu'il a une responsabilité, ou pour vous tout est permis, il n'y a aucune censure à avoir dans la création? Parce que là, nous parlions d'une personne qui n'est pas forcément dans la création, qui est dans l'idéologie, et qui véhicule des idées. Ce qu'exprime Daniel Conversano, moi, je ne trouve rien d'extrême, de révoltant, je veux dire, par l'intensité, quoi. Bon, c'est pas pour moi, parce que moi, je suis prêt à recevoir. Pour moi, ça n'est pas extrême dans le sens où, déjà, dès lors que vous dites une vérité, elle est nécessairement extrême, la vérité. C'est toujours extrémiste, une vérité. C'est noir et c'est pas blanc. C'est un et c'est pas deux, quoi. C'est zéro ou c'est un. Et en second lieu, je pense que oui, effectivement, tout diseur, alors de vérité ou de mensonge, hein, eh bien, a une part de responsabilité, oui. Mais c'est ça le prix de la liberté, c'est que chacun assume les conséquences de ses propos. Mais on ne devrait pas censurer, non. On ne devrait pas censurer D'accord. les propos. Vous êtes pour une liberté d'expression un petit peu à l'américaine, quoi, c'est-à-dire où on pourrait vraiment Bah, s'exprimer sur tous les sujets, y compris des sujets extrêmes, et avoir des paroles qui peuvent parfois oui, oui, oui. Parce que, appeler à la par exemple, violence, parce que c'est ce qui se bien passe dans les pays sûr, bien anglo-saxons, hein. sûr. Vous savez, mais chacun est libre de brûler des paroles qui lui déplaisent. Hein. Moi, je ne suis pas contre par exemple, une littérature qui me choque, c'est la littérature sadienne. Je Oui, suis pour, je ne suis pas contre la censure, mais en même temps, je suis pour le fait que chacun a le droit de brûler les livres de Sade. C'est aussi la liberté dans l'autre sens. Vous avez la liberté de vous exprimer, et puis vous avez la liberté de refuser cette manifestation voilà, de l'expression. Vous avez le droit de refuser, vous avez le droit de dire non, je brûle tes paroles, je brûle tes écrits. Vous avez le droit de brûler les livres aussi, c'est ça la liberté, ça va dans les deux sens. Hein. Vous n'êtes pas d'accord. obligé non plus d'entendre ce qui vous déplaît. Oui, oui, je comprends. Vous avez la liberté de vous boucher les oreilles, vous avez la liberté de vous confronter à votre détracteur, mais la censure, non, la censure, vous avez le droit de vous censurer, vous, oui, vous vous bouchez les oreilles à ce moment-là. Ça, vous avez le droit, vous pouvez. Ce que je vous propose, c'est de regarder d'abord un extrait d'une de vos vidéos, pour que les gens puissent voir un petit peu ce que vous faites. Ça concerne justement les écrivains. J'ai quelques questions à vous poser là-dessus, et puis on reviendra aussi sur votre parcours.
Ils se prennent pour des petits dieux, des êtres d'exception, considèrent appartenir à une espèce prestigieuse et intouchable, faire partie du sérail mythique, sacré, panthéonisé de ceux qu'ils appellent les gens de lettres. Ce statut si particulier est censé leur conférer une aura inextinguible. En vérité, ces milliers d'écrivains ne pondent que des œufs pâles, fades, insignifiants, de volailles déplumées. Rares sont les authentiques producteurs de trésors littéraires. Le talent véritable en ce domaine n'est pas un fruit commun accessible à tous les prétendants à l'écriture, à la portée de tous les appétits. C'est une pépite située au sommet de l'arbre, à l'extrémité de la plus haute branche, difficile à atteindre. Les oiseaux trop lourds demeurent au sol en réalité, le bec dans la boue, en se croyant élus. Seuls les plus légers d'entre eux, dotés de plumes éclatantes, parviennent à la hauteur de cette pierre de choix. La masse de ces auteurs stagnants au ras des pâquerettes écrit des fadaises, des sornettes, des navets pour un public de légumes, de limaces et d'ânes peu exigeants, nourris de guimauves à la tonne et de platitudes au kilomètre. Et ces robinets à mots incolores, à histoire sans saveur, déversent vers leurs lecteurs léthargiques des fleuves de banalité, des flots de néant dans des océans de pages vouées à l'oubli. Rien de leur jardin d'ineptie ne subsistera. Ils écrivent pour ce siècle, c'est-à-dire pour le vent. Ils noircissent du papier pour alimenter les idées en vogue, pour plaire aux pigeons, pour être dans l'air du temps. Leurs feuilles sont toutes à la mode. Ce sont des pollueurs d'esprit, des diffuseurs de courants d'air, des propagateurs de fumée, des distributeurs de vide à destination de cervelles creuses. La littérature, c'est comme le métal précieux. Moins il y en a, plus il a de valeur. Et quand il y en a trop, comme c'est le cas aujourd'hui, avec tous ces marchands de rêves médiocres, c'est tout simplement parce que, pour faire illusion, ils ont mélangé la noble matière avec de la vile ferraille. Ce qui fait le prix de l'or, c'est sa qualité, c'est-à-dire sa pureté. Or, la plupart de ces actuels pondeurs de livres ne sont que des faussaires. On a vu un extrait donc vidéo de ce que vous pouvez produire sur votre chaîne. Alors là, il y a beaucoup de contradictions. Vous parlez des écrivains et vous dites des écrivains qu'ils produisent trop, qu'ils sont médiocres pour la plupart. Et là, ça m'interpelle parce que s'il y en a bien qui crée beaucoup de textes et qui se répand sur Internet, notamment, c'est bien vous. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Il n'y a pas de contradiction. Je dis que celui qui peut se permettre de créer en abondance, eh bien, qu'il le fasse, parce que c'est un bon écrivain. Oui, d'accord. Et j'ai entendu dire, enfin, c'est de votre bouche, hein, mais que vous détestiez lire, ou vous avez lu très très peu. Alors là aussi, il y a une contradiction. Vous appelez les gens à vous lire, vous appelez les lecteurs à aller donc sur votre blog ou à vous écouter sur votre chaîne. Et dans le même temps, vous dites ah ben la lecture, mon Dieu, quelle horreur. Moi, je lis peu. Les auteurs majeurs de la littérature française, ça ne m'intéresse pas. C'est quand même pas une manière très très subtile et qui amène vers le beau si vous dites ça aux gens. Oui, Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Tout simplement, c'est que il y a des gens qui sont faits pour écrire et d'autres qui sont faits pour lire. Moi, je n'aime pas lire, je préfère écrire. Et heureusement qu'il y a des gens qui aiment lire, puisque voilà, il faut de tout pour faire un monde et ça n'est encore une fois absolument pas contradictoire. Il y a des gens, et d'ailleurs, j'en suis en même temps heureux et étonné, puisque pour moi, c'est un peu comme une corvée de lire. Je suis étonné qu'il y ait des gens qui aiment lire, qui passent des heures par jour à lire. Et ça me permet de leur adresser mes écrits. Oui, mais en parlant comme ceci, vous les incitez pas à lire, justement. Non, si vous dites oh là là, c'est pas ce que je dis, excusez-moi. Oui. Je dis que moi, je suis fait pour écrire et d'autres sont faits pour lire. C'est ce que je Mais dis. comment... Il y en a qui sont faits pour produire des patates et d'autres pour les manger. Oui, mais comment un écrivain peut-il écrire sans avoir vraiment lu ce qui s'est fait avant lui, parce que il faut pouvoir se situer quand même dans la longue lignée de
de la littérature, si vous voulez. C'est parce que il se peut que vous ayez écrit des choses qui ont été déjà écrites par d'autres ou dans un style qui pourrait être proche même du vôtre. Je suis étonné par votre absence de curiosité. Vous dites que vous êtes curieux de tout, et le seul domaine où vous vous abstenez d'être curieux, c'est justement la littérature. C'est quand même extraordinaire Je sais, ça peut paraître comme chose. paradoxal, mais en fait, la littérature, bien que j'aime la littérature, mais en même temps, je le reconnais, la littérature m'ennuie. Mais alors, de deux choses l'une. Alors, soit je suis un pur imbécile, soit je suis l'expression d'un certain génie, puisque, en effet, je n'ai pas de référence livresque, et en même temps, ça me donne une grande liberté, même si je peux, alors, justement, comme vous venez de le dire, je peux répéter des choses qui ont déjà été dites sur d'autres tons, sur d'autres manières, mais ça fait partie en même temps, je suis vierge sur le plan livresque, et ça me permet de créer des perles nouvelles. Et c'est ça l'avantage. Il y a des inconvénients, des avantages. Moi, les inconvénients, c'est rien, ça. Disons qu'il se peut, en effet, que j'ai écrit sous d'autres formes des choses qui ont déjà été dites, écrites. Mais ça, c'est rien, c'est pas un problème, ça. Au contraire, c'est même un plus. Ça me permet non, au contraire, ça me permet de ne pas me restreindre et d'être totalement créatif. Est-ce que vous avez quand même dans votre panthéon quelques auteurs, quand même si c'est deux ou trois, qui pour vous comptent vraiment? Hugo, mais parfois, vous savez, je tombe sur des auteurs, que je feuillette, parce que vous savez, moi, je ne suis pas du tout lecteur. Daudet, les contes de Maupassant, les petites histoires d'Alphonse Daudet. Vous savez, mes références sont très, très, très limitées. Hein. Mais non, alors ce n'est pas tant que, c'est aussi que je n'ai pas l'envie, je n'ai pas le désir de faire des choses. Parce que moi, les pavés m'ennuient. Hein. Vous savez, les romans fleuves m'ennuient profondément. Alors, je n'ai pas envie d'ennuyer mon lectorat. Et alors, ma référence, je l'ai eue à travers les manuels scolaires. Lorsque j'étais entre le primaire et la troisième, quoi, en fait. Hein. Ouais. C'est là parce que nous avions des extraits à notre disposition, des extraits des œuvres, des meilleurs extraits des plus grandes œuvres. Et ça, c'est ça qui m'a formé, je pense. Hein. Et vous avez écrit dès lors que vous avez rencontré ces auteurs, dès votre adolescence, ou c'est venu un peu plus tard? Non, pas du tout. C'est venu assez tardivement. J'ai commencé vers l'âge de 20 ans. Oui. J'écrivais très mal à l'époque. Hein. Et puis, comme j'ai un niveau d'études assez bas, j'ai un niveau 3e, eh bien, par le travail, par la force des choses, par l'habitude, par l'amour aussi, par l'amour de l'écriture, eh bien, c'est venu tout seul. Hein. Alors, vous êtes issu du Mans, c'est ça? Vous y êtes né ou vous êtes simplement habitant du Mans? Je suis né au Mans, mais j'ai vécu surtout mon enfance, adolescence dans le nord de la France, dans la Somme. D'accord. Oui. Alors vous avez et vous êtes venu après donc d'accord du côté du Mans. Oui. Mais vous avez affirmé dans une de vos vidéos, je sais, que vous n'aviez pas travaillé. Officiellement, je suis un malade mental, c'est-à-dire atteint mentalement par un mal. Alors moi, bon, je n'aime pas travailler. Hein, le travail m'ennuie. Alors j'ai une certaine paresse, oui, mais j'ai surtout une allergie au travail. Oui, mais vous n'êtes pas quand même. Oui, vous n'êtes pas considéré comme fou. Je veux dire, vous n'êtes pas sur un. Si, malade mental, c'est bon. La folie, on dit plus fou maintenant. Je suis très fier aussi d'être ce que je suis. Oui. Je n'ai pas honte de ma. Vous savez, c'est ma nature. Pourquoi devrais-je avoir honte de ce que je suis, de ma nature profonde? Je ne suis pas fait pour turbiner à l'usine. Enfin, je caricature. Turbiner à l'usine ou ailleurs. Voilà, je ne suis pas fait pour ça. Moi, je suis fait pour rendre compte de la vie, des choses, pour éveiller les endormis. Je suis fait pour créer alors notamment précisément des textes, mais pour créer du rêve, pour voir la beauté, pour dévoiler la beauté à ceux qui ne la voient pas, etc. Nous allons faire une pause, pardon, et nous allons voir un deuxième extrait que vous avez produit sur votre chaîne. Ça s'appelle Éloge de la bêtise. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. Je chéris et loue la bêtise. La sottise est une haute qualité, une authentique vertu, le rempart absolu contre la souveraine et tyrannique intelligence qui l'écrase, la méprise, la persécute. La nullité est l'apanage de ceux qui sont totalement dépourvus de lumière et par conséquent,
qui sont remplis de saines certitudes, d'inébranlables convictions, de salutaires illusions. La lourdeur d'esprit empêche de trop cogiter. Elle pousse à l'action irréfléchie. Elle éloigne et préserve fatalement l'homme de la pensée stérile, creuse, futile. L'ineptie rend toujours serein, tandis que la réflexion provoque l'angoisse. L'idiot en finit définitivement avec les incessants embêtements de la raison, en éliminant, tout simplement, le raisonnement. Il fallait y penser. Le penseur, quant à lui, s'invente des problèmes. Sa lanterne est inconfortable parce qu'elle lui montre, sans voile, sans artifice, sans aucun détour, les choses les plus embarrassantes de la vie. Et puis, ces êtres éveillés cherchent toujours à régler des difficultés insolubles, ce qui est fort plus judicieux de leur part. Comment peuvent-ils si mal utiliser leurs précieux neurones dont ils font si grand cas? S'ils étaient plus rationnels, moins incompétents, ils s'ingénieraient plutôt à résoudre des affaires solubles. Preuve de leur inutilité. Alors que les gens sots ne s'interrogent tout simplement jamais. Voilà le secret de leur bonheur. Les sujets stupides cultivent leur jardin sans plus se poser de questions. Les âmes éclairées se préoccupent plutôt du temps qu'il fait au-dessus de leur tête bien faite et en oublient totalement leurs activités horticoles. Ils s'y désintéressent parfaitement, préférant se torturer le cerveau pour des causes qui, aux yeux des bêtes personnes, n'en valent pas la peine. D'où la supériorité de l'ânerie sur la finesse qui force l'heureux élu à cultiver son jardin, et avec cœur encore, alors que l'aigle supérieur, dans ses hauteurs abstraites, ne fait rien pousser du tout sous ses pattes déconnectées du sol stérile. Est-ce que l'éloge de la bêtise que vous décrivez là, c'est aussi une partie de vous? Est-ce que vous voyez comme celui que vous décrivez dans cette vidéo? J'ai mes hauteurs, mais aussi mes éclats, mes obscurités, mes limites. Mais le problème n'est pas là. J'avais écrit ce texte à l'époque, ça fait déjà longtemps. C'était juste pour tourner en ridicule tous ces gens qui font toujours l'éloge de l'intelligence et qui font le procès de ce qu'ils appellent la médiocrité. C'est des choses beaucoup plus nuancées et complexes, et qu'il était beaucoup trop facile de jeter en pâture comme ça au néant des choses qui sont réputées comme de manière péjorative, qu'on dit ah oui c'est médiocre. Vous retournez la chose, quoi. Vous, oui, voilà, c'est vous ça. dites que les marginaux, les perdants, peuvent exister et avoir leur Bien place. sûr, parce que chacun a sa place ici sur Terre. Le paresseux comme le courageux, le stupide comme le génie, etc. Et que c'est une forme de racisme en même temps que de toujours dénigrer ce qui est ordinairement dénigré. C'est une forme de racisme. La bêtise a le droit de citer aussi. Voilà, et je veux dire par là que chaque chose a un sens. La noirceur peut avoir un sens, la bassesse, la vulgarité, toutes ces choses que l'on dénigre, voilà, et ça peut aussi, ça a sa place. Et si on est en bas un jour, c'est pour pouvoir être en haut. Vous savez, c'est comme si vous avez les pieds sur terre, c'est pour pouvoir avoir des ailes ensuite. Voilà, quand on touche le fond, c'est aussi pour remonter. Voilà. Il y a des stades, voilà, des stades d'évolution, et qu'on a le droit d'être en bas parce que pour un jour être en haut. Voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Et que la bêtise, c'est une intelligence en devenir en fait, on pourrait dire. Ou la bassesse, c'est une hauteur en devenir. Etc. Là, je peux vous donner que raison, parce que quand on voit la bêtise aujourd'hui s'étaler, effectivement, on a l'impression que c'est elle qui va prendre le pas sur tout le reste. Mais je comprends dans le sens où vous notez que, eh bien oui, effectivement, les perdants peuvent aussi exister et avoir leur mot à dire et avoir des choses très belles et un petit peu poétiques, parce que je le rappelle, il y a cette part de poésie chez vous en mettant en avant des choses comme ça qui paraissent laissées de côté, mais qui finalement ont leur importance voilà, dans tous les aspects de la vie, quoi. Il est trop facile de dénigrer comme ça la bêtise, la médiocrité, la bassesse. Voilà, c'est ce que je viens de vous dire en fait. Voilà, pour résumer. Eh bien,
qu'est-ce que vous pourriez vouloir pour l'avenir si on devait poursuivre cet entretien et que on aille doucement vers une conclusion? Vous avez une chaîne YouTube qui était un petit peu en perte de vitesse, comme je l'ai dit, parce que vous avez eu pas mal de problèmes et puis et que c'est difficile de récupérer à nouveau des abonnés et puis de faire en sorte que les algorithmes vous remettent, on va dire, dans le droit chemin pour que vous puissiez être vu. Comment vous imaginez l'avenir? Est-ce que vous allez continuer comme ça pendant encore 10 ans, je ne sais pas, des vidéos, ou est-ce que vous allez vous retirer un jour de cet espace médiatique? Bon, alors déjà, je ne mets pas sur le dos des algorithmes seul ma perte de vitesse. Ça vient aussi de moi, vous savez, hein. Peut-être que ma plume ennuie mon lectorat, c'est possible, hein. Je sais me remettre en cause. Sinon, bah, j'espère déjà à travers votre collaboration, eh bien, me rehausser un petit peu, hein. Oui, oui. Et Bon, en puis, sachant que moi, je vous dis, on en a parlé un petit peu hors antenne. Moi, je suis une toute nouvelle chaîne, hein. Il faut beaucoup de temps pour démarrer, mais effectivement. Vous avez reçu déjà de Oui, prestigieux invités, hein, comme oui, Renaud oui, Camus, Monsieur oui, Perrier, etc. oui, tout à fait. Oui, oui. Donc, Moi, je suis un petit peu victime du syndrome inverse, c'est-à-dire que j'ai réussi à avoir des gens qui, effectivement, qui sont connus, mais je suis sous-coté en termes de en termes de vues parce que voilà, c'est compliqué, même si on a des invités comme vous l'avez dit connus, mais voilà, je sais pas comment. En tout cas, vous envisagiez l'avenir. Est-ce que vous allez continuer alors? Et est-ce que vous avez eu des retours par rapport à vos vidéos et à vos textes? Est-ce que vous en avez eu de la part de gens qui vous ont dit, ben, vous m'avez un petit peu donné envie d'écrire, ou je ne sais pas, vous m'avez donné envie de faire des vidéos et de parler de littérature? oui, j'ai donné envie d'écrire à certains, à ceux qui avaient du talent pour ça. Oui. Vous avez eu des retours donc de jeunes écrivains, quoi. Oui, quelques-uns, oui. Donc, je ne D'accord. peux que les encourager. Alors, bien sûr, ça n'est pas parfait, leur écriture n'est pas. En même temps, je ne suis pas. Je suis un. Je peux me montrer très mauvais critique, n'étant pas critique littéraire, hein, ça n'est pas mon métier, hein. Voilà, je ne peux que donner mes encouragements. Comment vous vous voyez alors dans l'avenir? Est-ce que vous avez pensé un jour vous dire bon ben j'espère que mes textes seront encore lus. Vous savez que la technologie, c'est pour ça que je vous parlais vraiment du livre. Il y a une vraie différence entre le livre et la technologie sur lequel vous pouvez vous exprimer si vous voulez. Le livre, c'est vraiment l'objet de la transmission. À travers un livre, à travers un écran, à travers même si vous écrivez sur le sable, peu importe. Lorsqu'un auteur frappe un esprit, porte un message jusqu'à l'âme d'un être humain, eh bien, ce message reste gravé pour l'éternité dans l'esprit de l'humain, hein, ou du moins tant qu'il vit sur Terre. Oui, tout à fait, mais on peut imaginer que on vous raye d'un clic, si vous voulez. Oui, Votre chaîne et votre blog peuvent disparaître du jour au lendemain. Il oui, mais ça, resterait c'est un rien. aspect technique. C'est valable, vous savez, quand une bibliothèque brûle, c'est pareil. C'est valable, ça, c'est que l'aspect matériel. Voilà, mais ce qui compte, l'essentiel, ce sont la justesse des mots, l'éclat des mots, la hauteur des mots, c'est ça l'essentiel. Je veux dire par là que la postérité de mes textes, je la dois non pas à la sauvegarde physique de ceux-ci, mais à leur qualité intrinsèque. Voilà, c'est ça, encore une fois, ce qui compte, c'est la qualité du message. Je fais tout pour accéder à l'éternité internautique. Je fais tout. À l'éternité donc numérique. Oui. Puisque moi, je ne m'en cache pas, hein, je m'en suis jamais caché. Je suis là pour demeurer, pour durer, pour briller, pour survivre à tous ceux qui vont mourir autour de moi. Ils peuvent mourir, ça m'est égal. Ce qui compte, c'est mon œuvre, mes enfants, en fait. Oui. J'ai 1762 enfants, là, à peu près, et je Oui. veux continuer à enfanter des textes. Voilà.
Je vais devenir éternel sur Terre, du moins sur Terre à travers mes œuvres. Voilà, ça, c'est mon souhait. Alors, D'accord. ça peut être considéré comme de l'orgueil, comme de la vanité, comme de l'exhibitionnisme, etc. Peu importe. J'aime le théâtre, l'arène, m'exposer dans l'arène, les feux des projecteurs, aussi bien des critiques que des éloges, hein. Je m'expose, je suis là pour m'exposer. Je suis là pour donner des fruits au monde, pour briller, pour être admiré. C'est pour ça, Oui. c'est ça qui me motive aussi. Et puis, je suis aussi là pour répandre universellement la beauté autour de moi, et surtout à ceux qui ne la connaissent pas. Je veux leur montrer que la vie est belle, la vie est miraculeuse, que la vie est un don du ciel. Alors, on va bientôt conclure l'émission. J'aurais une dernière question à vous adresser. Quelle est la chose ou quelle image vous voudriez laisser de vous, étant donné que nous vivons dans un monde totalement éphémère où justement la technique et puis pas que la technique d'ailleurs, une chose en chasse une autre. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on garde de vous si tant est qu'il reste quelque chose de vous? Mais qu'est-ce J'espère que bien. et qu'est-ce que vous aimeriez laisser derrière vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous? Je n'ai qu'un mot, lumière. Voilà, pour résumer, hein. Voilà, voilà, c'est ce que je dis, hein, la clarté des choses, la beauté des choses. La vie est pour moi est une merveille, hein. J'entends trop de doléances autour de moi, trop de plaintes, trop de gémissements qui n'ont pas lieu d'être, hein, qui sont inopportuns. Pour moi, c'est celui qui se lamente, eh bien, c'est un ingrat, tout simplement. Moi, je ne me plains pas, je suis plein de gratitude envers le destin, envers le sort, envers tout ce qui m'est, même envers mon empalement. Je me réjouis d'avoir été empalé, d'avoir été transpercé de part et d'autre de mes flancs, de mon corps, parce que j'ai vécu une semaine merveilleuse à l'hôpital. Oui, vous avez eu un accident, oui, Oui, un vous grave avez accident été qui aurait pu me coûter la empalé vie, mais sur un pieu, c'est ça, non? c'est Sur ça, je un, me suis oui. embroché de manière très cruelle. Et pour moi, c'est une bénédiction et je me réjouis de tout ce qui m'est arrivé. Merci de m'avoir accompagné dans cette émission et d'avoir accepté de venir dans l'émission. Et bien, écoutez, j'espère que nous pourrons peut-être débattre à nouveau un jour sur cette même chaîne. Merci beaucoup, Raphaël Zacharie de Isara. Au revoir. Tous. À bientôt. Merci. Au revoir.